bonjour à tous. En l'absence d'Hervé Grandchamp et de Jean-Yves Le Gallou, nous avons décidé avec Michel Geoffroy de prendre le pouvoir. Bonjour. Et de nous installer en lieu et place pour présenter Immédiat. En fait, un Immédiat spécial parce que nous souhaitons évoquer, vous et moi, un sujet que nous connaissons bien, vous comme expert, moi parce que je le subis, la censure. Cette censure qui est en marche et qui est, en fait, dans la réalité, pour cette année 2018, eh bien, cette année, elle devient l'année de toutes les censures. On pensait qu'avec l'élection de Macron, on pouvait peut-être voir une différence. Mais en fait, cette censure, elle s'est renforcée par l'action, premièrement, de la censure de l'État, organisée donc par l'État et ses satellites, mise en œuvre par les chaînes publiques et qui assure la promotion de la propagande d'État, ainsi que la traque d'ailleurs des dissidents. La censure de l'État, puis aussi la censure numérique des GAFA, la censure d'initiatives privées, mais au service du système et avec la complicité des États. Michel Geoffroy, c'est donc, je le disais, en 2018, l'année de toutes les censures. Est-ce qu'on reprendrait le terme de Jean-Yves Le Gallou, la France, c'est la Corée de l'Ouest? Du point de vue médiatique, je pense que ce n'est pas faux. Il y a effectivement une censure d'État qui est menée par un certain nombre d'institutions et même par le fonctionnement du système médiatique public qui est très largement une censure organisée. Alors, notamment, donc on va en parler un peu plus en détail. Le premier élément, puisque vous citez Jean-Yves Le Gallou, je vais aussi faire une seconde citation, c'est le CSA. Et Jean-Yves Le Gallou a l'habitude de dire c'est la censure socialiste de l'audiovisuel. C'est pas complètement faux, vu l'origine de la plupart des membres du CSA, et notamment de son président, qui était ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Monsieur Schrammeck. Alors, le CSA, c'est une autorité indépendante qui a normalement un rôle de régulation. Elle a un objectif. Alors, je peux citer sa mission, qui est de garantir la liberté de communication audiovisuelle en France, le respect de l'expression pluraliste des courants d'opinion et la rigueur dans le traitement de l'information. Alors, on va montrer que la réalité est un tout petit peu différente, et notamment, quels sont les leviers du CSA? Alors, il y en a deux principalement. Il y a ce qu'on appelle le fameux principe de maîtrise de l'antenne, dont on verra quelques exemples. Et puis, deuxièmement, les chartes que signe le CSA avec les chaînes et qui sont intéressantes puisqu'on voit que ces chartes, il ne s'agit pas uniquement d'assurer la pluralité des informations, mais il s'agit bien de faire de la propagande. Alors, le premier principe, c'est le principe de la maîtrise de l'antenne. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en voir deux exemples. Ça veut dire que les voix dissidentes, elles doivent être muselées de deux façons. Soit muselées par l'animateur, soit muselées par la composition, quand il y a un débat, par la composition des autres invités. Et en général, la composition est faite de telle façon que celui qui va tenir des propos politiquement incorrects est en totale minorité par rapport à tous les autres. Et donc à ce moment-là, l'émission devient une sorte de spectacle tauromachique où il faut, en quelque sorte, assister à la mise à mort du dissident. Et donc on va voir deux exemples intéressants. L'un de Balance ton poste, c'est presque la même chose, c'est pour ça qu'il a pris ce titre-là, l'émission de Cyril Hanouna. Et puis le deuxième exemple, c'est l'émission On n'est pas couché, où on va voir, là, Cyril Hanouna, c'est l'exemple de l'animateur qui essaie de mettre en minorité tout de suite le dissident, et l'autre exemple, c'est au contraire les autres invités qui attaquent tous le dissident. Alors on va regarder, si vous voulez bien, d'ailleurs c'était un extrait d'Immédiat sur cette séquence de Balance ton poste, on va la regarder tout de suite ensemble. Pourquoi êtes-vous contre l'IVG? Dites-nous, puisque ici, tout le monde est pour, et je pense que beaucoup de nos téléspectateurs sont pour également. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire pour les faire changer d'avis? Et puis on va enchaîner directement avec cette fois-ci, on est chez Ruquier, dans On n'est pas couché, un échange assez virulent entre l'animateur Consigny, animateur de la chaîne, et l'invité Muriel Robin, qui a été, il y a quelques décennies, humoriste.
Je fais comme Marc-Olivier Fogel. Comme je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, quand j'en dis il n'y a qu'une virgule, vous me laissez parler. Laissez La parler. manière dont vous vous adressez à Marco me déplaît fortement. Ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas, je vous dis juste qu'il me déplaît, monsieur. C'est tout de suite les gentils et les méchants. Oui, alors donc on voit intéressant, Consigny dit « Ah, c'est les bons et les méchants ». Eh bien oui, c'est ça, c'est un spectacle qui orchestre les bons, qui sont bien sûr les partisans du politiquement correct, et les méchants, c'est les autres. Donc il le dit lui-même, c'est très intéressant et très illustratif. Est-ce qu'en réalité, moi je pense qu'il s'agit progressivement d'éliminer toutes les voix discordantes au nom du respect d'ailleurs de la diversité des opinions, parce que c'est ça qui est important. Bien sûr. En 2018, l'année de la partialité monochrome, moi c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là, et c'est évident que c'est le cas dans les chaînes publiques. Il y a des cas très précis. Dans la réalité, on ne le voit pas, mais il y a des centaines, voire des milliers d'intellectuels, de spécialistes qui ne sont jamais invités à la télévision. Vous en êtes l'exemple type. Vous écrivez un ouvrage remarquable, il ne passera pas à la télévision parce que vous n'êtes pas dans la doxa. Sauf pour le diaboliser, c'est-à-dire sauf pour organiser la mise à mort. Voilà. Donc, si vous êtes seul face avec 8 intervenants en face de vous, là, ça devient équitable, et donc on peut vous inviter. Donc il y a déjà des centaines, des milliers de personnes qui sont interdites d'antenne. Et puis il y a des cas emblématiques. Je pense à Laurent Amberton qui écrit un ouvrage remarquable sur l'immigration, qui figure en tête des ventes et dans les 10 bouquins les plus lus, documents et essais lus en France, ce qui est énorme dans cette rentrée chargée de 2018, qui est en tête des ventes sur Amazon et qui n'est pas invité sur les grandes chaînes de télévision pour s'exprimer parce que son propos sur l'immigration ne va pas dans le sens souhaité. Et puis bien évidemment le cas le plus emblématique, parce que c'est celui qu'on évoque le plus, mais il est quand même très intéressant, c'est celui d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est l'objet d'une double sanction, au moins médiatique. La première en amont de la parution de son livre « Le destin français », puisqu'il est chassé, poliment, mais chassé quand même, de RTL, notamment d'une émission qui s'intitulait « On n'est pas forcément d'accord ». Oui, ce qui montre les limites du pluralisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui. On n'est pas forcément d'accord, mais si on n'est pas d'accord, on ne peut pas être dans l'émission. Voilà. Et donc là, en amont de la parution du livre, on le chasse de RTL parce qu'on ne veut pas subir les conséquences de la parution du livre. Et les conséquences de la parution du livre, eh bien, c'est pour la première fois, quasiment officiellement, l'interdiction d'Éric Zemmour sur les chaînes publiques, c'est-à-dire celles qui sont financées par les contribuables français et par les centaines de milliers de personnes qui achètent son ouvrage. J'ajouterais même, si vous me permettez, Michel, un dernier cas, alors qui n'est pas exactement le même, mais qui est quand même quand le pouvoir médiatique entend faire taire toute voix discordante, y compris celle qui même d'ailleurs s'était inscrite dans le système. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui, à part ses coups de gueule contre les médias, n'a jamais remis en cause le système comme ici on peut le faire à immédiat. Et pourtant, il est sanctionné puisque, pour la première fois, je veux dire, je n'avais pas moi de souvenir de cela, Radio France porte plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour le terme abruti, qui est un terme certes péjoratif, mais bon, qui a été tenu par d'autres hommes politiques à d'autres moments de manière beaucoup plus sévère. Mais là, donc Radio France, qui est financée, quand même il faut bien dire, à 20%, 19% par les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, porte plainte avec cet argent contre Jean-Luc Mélenchon. Je trouve là que c'est assez significatif. Et alors, j'attire votre attention, mais vous l'avez vu passer, que dans sa plainte, dans la justification de sa plainte, Sybille Veil, qui est la nouvelle présidente de Radio France, écrit « J'ai le souci constant de veiller au respect des convictions de chacun des auditeurs de nos chaînes. » Un peu comme le poissonnier qui a sur son étal une marchandise avariée et qui crie de plus en plus fort « Il est beau mon poisson ». Ah oui, c'est le principe de la novlangue, c'est-à-dire dire le contraire de ce qu'on... Enfin, prendre des mots qui disent le contraire de ce qu'on veut vraiment faire, en fait. Ça, c'est vraiment typique. Et puis, il y a les chartes passées par le CSA. Les chartes, c'est important, c'est moins ça. Ça, effectivement, c'est assez moins connu. Ça, c'est, je dirais, les chartes de propagande. Alors, on a un exemple célèbre qui était ce qu'on a appelé l'affaire Pernaut, sur TF1. Un journaliste qui, en novembre 2016,
pour faire une liaison entre deux séquences, une sur les sans-abri et une autre sur les migrants, avait prononcé cette phrase effrayante. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Eh bien, le CSA a considéré, en mars 2017, dans une décision, puisque le CSA peut prendre des décisions, qu'au cas d'espèce, TF1 n'avait pas respecté l'article 9 de cette fameuse convention. Alors, qu'est-ce que dit cette convention, le fameux article 9 ? Je cite, « La société veille dans son programme, enfin sa programmation, à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, à ne pas encourager les comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, de la nationalité, à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République. » Donc déjà, cette phrase, on sent qu'il s'agit de la novlangue, il s'agit de l'idéologie du système. Et donc le CSA a dit, donc quand M. Pernaut a évoqué dans une même phrase le sort des sans-abri et l'hébergement des migrants, eh bien, il regrette, je cite, la formulation choisie par le journaliste, estimant que celle-ci était de nature à sous-entendre que les migrants seraient privilégiés par les autorités publiques par rapport aux personnes sans domicile fixe. Donc, vous voyez, nous sommes dans un domaine où c'est de l'exégèse, c'est une conception extrêmement large de la notion de manquement à la charte. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans un registre très totalitaire, où les mots sont pesés. C'est vraiment, comme disait Voltaire, on pèse des œufs de mouche avec des balances en toile d'araignée, c'est vraiment ça. D'ailleurs, oh là là, parce que, mon Dieu, ça peut apparaître. Donc c'est vraiment une procédure très, très totalitaire. Et donc le CSA a demandé à TF1, je cite, de veiller à l'avenir à respecter pleinement les dispositions de l'article 9. Donc en fait, c'est une logique vraiment de censure. Tous les mots doivent être vraiment utilisés de façon à ne pas aller à l'encontre ou donner le sentiment qu'on va à l'encontre de la doxa politiquement correcte. Le CSA avait d'ailleurs poursuivi récemment pour des propos sur l'immigration Éric Zemmour. Oui. Il n'a pas été suivi. Oui, il a été censuré par le Conseil d'État. Oui. Voilà, ça a été censuré par le Conseil d'État. Alors, on peut se dire que le CSA, à partir de ce moment-là, voyant que, bien évidemment, le Conseil d'État n'est quand même pas un organisme révolutionnaire et rebelle. Surtout pas en matière d'immigration, d'ailleurs. Surtout pas en matière d'immigration. Le retoquait, on peut se dire que le CSA va en prendre acte et va se faire humble. Pas du tout. Et pas du tout, oui, non, il veut en rajouter. Voilà. Il veut en rajouter. Il a d'ailleurs fait 20 propositions. Ce n'est pas les 101 propositions, mais il a fait 20 propositions. Alors, il y a des propositions assez techniques, mais il y en a une quand même qui est phare, qui est combattre les discriminations et lutter contre les discours de haine. Donc, c'est-à-dire, on a l'impression que déjà, aujourd'hui, il y a un verrouillage très fort sur les chaînes publiques, mais on veut encore en rajouter. Donc, on se demande pourquoi. Alors, il faut notamment, il y a des tas de mesures, enfin, je ne vais pas tout citer, mais on va étendre le baromètre de la diversité au service de médias audiovisuels à la demande des éditeurs de télévision afin que l'ensemble de leur programmation reflète la diversité dans la société française. Donc, on voit bien qu'on est dans un registre complètement idéologique, et surtout, ils veulent renforcer leur pouvoir de régulation pour devenir une véritable autorité qui sanctionne. Alors, il y a des tas de termes très techniques. On parle de co-régulation, de supra-régulation. Oui, parce que ça veut dire qu'il faut que les organismes se dotent eux-mêmes de leur propre système de censure. Et le CSA vérifiera simplement l'existence de ces systèmes de censure. C'est ça, la supra-régulation. Bon, donc, rappelons aussi que dans le projet de loi sur les fake news, il est explicitement prévu de renforcer le pouvoir de régulation, entre guillemets, du CSA, qui aura le pouvoir de fermer, en fait, les chaînes de télévision censées être sous une influence étrangère. Bon. Donc, si vous voulez, ces gens veulent toujours en rajouter toujours plus dans la logique de police de la pensée. C'est une autorité indépendante, c'est-à-dire qu'elle est indépendante, mais elle n'est pas indépendante de l'idéologie. Elle n'est surtout pas indépendante du pouvoir politique aussi. Voilà, c'est ça qui veut s'ériger en police de la pensée, mais avec cette fois-ci gyrophare, toujours cette notion de police. Alors on voit apparaître, à côté du rôle du CSA, un grand débat sur les projets de renforcement de la déontologie de la presse. Et là encore, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a lancé l'idée en se disant qu'il faudrait créer un comité
de déontologie de la presse, qui ne serait bien évidemment pas répressif, hein, il le précise, qui serait purement moral. Et chacun y va bien évidemment de sa notion de la déontologie de la presse, en ignorant ou en feignant d'ignorer qu'il existe bien évidemment un document, non pas gravé dans le marbre, mais enfin qui a quand même une réalité, qui est la charte du journaliste. Elle a été signée par les 8 États membres de l'Union européenne en 1971 à Munich, et puis ensuite elle a été étendue à l'ensemble des fédérations de journalistes européens, et elle figure en première page du site du syndicat national des journalistes, qui est, si vous ne le savez pas, le syndicat majoritaire des journalistes en France. Et cette charte du journaliste, elle figure en bonne place. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que finalement, vous avez noté qu'on parle de déontologie, mais que jamais un journaliste vous dit à quoi il faut se référer. Or, un médecin peut vous dire, ben voilà, je me réfère au serment d'Hippocrate, fin de le faire. Eh bien, il y a cette déclaration. Une nouvelle fois, on va voir si chacun doit s'y tenir et si chacun s'y tient. Alors, le préambule, ni pour les téléspectateurs, ni pour vous, je vais le lire en entier. Sachez que figure en point numéro 1, le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Ça démarre pas mal. Ouais, ça démarre fort, oui. Ça démarre fort. Bon. Et puis alors, il y a toute une série de droits, et puis une série de devoirs. Et il y en a très précisément 10 devoirs. Le chiffre 10, d'ailleurs, n'est pas inintéressant aussi. Mais bon, 10. Le premier, respecter la vérité. Ça démarre moins bien. 2, défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Et puis, le point 9, ne jamais confondre le métier de journaliste avec, écoutez bien Michel, celui de publicitaire, c'est peut-être pour ceux aussi qui font des ménages, c'est-à-dire qui vont faire pour des sociétés, travailler et payer par des sociétés pour faire ce travail-là. Ne pas confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire, et c'est reprécisé de propagandiste. Il y a même un devoir sur lequel tout le monde s'assied, c'est s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Donc cette charte de la déontologie, elle existe. Et vous noterez qu'elle ne permet pas, malheureusement, il n'y a pas d'organisme là cette fois-ci, et sûrement pas le CSA qui pourrait rappeler à chaque journaliste que s'il est sorti de ses devoirs, eh bien, il s'est mis en contravention avec son métier. Et peut-être, à la limite, qu'on pourrait lui supprimer sa carte de presse, par exemple, symboliquement, pendant un mois. Donc il n'y a pas de sanction, mais tout simplement parce que personne ne tient la charte de Munich comme étant une obligation morale, même morale et seulement morale, d'exercer cette profession. Oui, alors ça fait un peu penser à la constitution soviétique de 1936, où on est très libre. Ça fait aussi penser à ce qu'avait dit lors d'un débat Georges Marchais, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, quand on lui avait dit « Mais est-ce que, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous publieriez les œuvres de Solzhenitsyn ?» Et il avait répondu « Oui, si on trouve un éditeur. » Bon, donc nous sommes dans une logique où il y a des droits formels qui sont affichés. Donc d'ailleurs, on ne voit vraiment pas ce que pourrait apporter une nouvelle charte à ce qui existe déjà, parce que c'est déjà une formulation tellement générale. Donc en réalité, il y a un changement. La vérité, c'est la notion de vérité. Mais c'est quoi la vérité? En fait, la vérité, c'est le politiquement correct. Donc si on remplace le mot vérité par le mot politiquement correct, on comprend que le journaliste, il devient fatalement un militant. Il n'est plus quelqu'un qui est garant de la vérité ou de la diversité des opinions, c'est quelqu'un qui est un militant. Et il y a de nombreux exemples. Alors, rappelez-vous, quand sur France 2 a fait partir, et il a même été licencié, Philippe Verdier, qui était le monsieur météo. Pourquoi? Parce que Philippe Verdier avait publié un livre considéré comme climato-sceptique. Et donc, on a considéré que de ce point de vue-là, il avait manqué au devoir de réserve. Donc nous sommes dans un univers où, d'ailleurs, à l'époque aussi, Madame Royal avait convoqué tous les monsieur et Madame Météo.
On se demande pourquoi, si ce n'est pour leur dire qu'il fallait développer une certaine doxa sur l'évolution du climat, et donc notamment une vision alarmiste des changements climatiques. Il faut rajouter la phrase « c'est pas bon pour la planète ». Voilà, c'est pas bon pour la planète. Bon, donc on voit bien que la notion de vérité n'est jugée qu'en fonction de l'idéologie. Et si on relit la charte, regardons comment les journalistes aujourd'hui traitent par exemple les questions de terrorisme. Ça fait longtemps qu'on s'efforce de taire l'identité des terroristes. On ne reconnaît même pas qu'il existe des actes terroristes. Ce sont des actes déséquilibrés, ce qui est une vision assez particulière. Donc, depuis très longtemps, en réalité, l'idéologie l'emporte sur la vérité pour un certain nombre de journalistes. Pas ceux de TV Liberté, bien sûr, mais pour en tout cas les médias mainstream. Aujourd'hui, la vérité, c'est la conception orwellienne de la vérité. C'est la conforme à l'idéologie. Alors, on voit, après la censure d'État, il y a la révélation d'une nouvelle censure, c'est la censure numérique et privée des GAFA, au prétexte de lutter contre les fake news que l'on appelle dorénavant, ce n'est pas un mot trouvé par Jean-Yves Le Gallou, on appelle ça dorénavant des infox. Info et intox donnent infox, infoxication. Les fake news, là c'est l'offensive numérique du système. Le fake news, le mot de l'année 2017, selon le dictionnaire Collins, eh bien, on va regarder sur cette question des fake news, des infox, le tweet de Donald Trump, président des États-Unis. Alors, faisons un peu la généalogie de cette problématique, son étiologie, comme on dit. D'où ça vient? D'où vient le terme fake news et comment il a cheminé? Il y a deux éléments initiaux, c'est le vote britannique en faveur du Brexit et deuxièmement la défaite d'Hillary Clinton. Ces deux événements sont conçus comme une catastrophe pour, disons-le, la davocratie, l'oligarchie mondialiste. Et donc, la question est abordée au Forum de Davos de janvier 2017. Dans le rapport Global Risk, déjà le titre est extraordinaire, on explique que l'élection de Donald Trump et le Brexit, c'est un risque déjà. Bon, un risque pour qui? Mais enfin bon. Et donc, la conclusion qui en est tirée, qui était déjà d'ailleurs la conclusion d'Hillary Clinton, c'est de dire si il y a eu ces votes, c'est parce que la population a été désinformée par des opérations multiples et variées, et notamment, bien sûr, à cause de la main de Moscou. Ça recommence. Bon. Donc, et le meilleur moyen d'éviter la suite, nous sommes en janvier 2017, la suite c'est l'élection présidentielle française, c'est les élections allemandes, il faut à tout prix renforcer le contrôle de l'information. Ce thème-là va être pris également au forum de Bilderberg, d'après ce qu'on sait, au moins sur les titres, parce que autant les travaux de Davos sont publics, autant Bilderberg c'est secret, donc on ne peut pas aller plus avant. Donc c'est ça, c'est l'élément de constat. Deuxième élément, c'est la rencontre internationale des journalistes qui a lieu à Pérouse au mois d'avril 2017. Et là, Google présente devant les journalistes, qui d'ailleurs trouvent ça très bien, son dispositif dit de fast-checking des informations, c'est-à-dire que Google nous explique qu'il va falloir censurer, il va trouver le moyen de lutter contre ces fameux infox ou ces fameux fake news. Alors, il y a un exemple extraordinaire où Google dit « Les nouvelles sont nécessaires aux citoyens pour être de bons citoyens ». Vous avez compris que les bons citoyens, c'est les citoyens qui votent bien. Et donc la mécanique est lancée. À partir de là, ça veut dire que les géants du net vont mettre fin officiellement au principe de la neutralité du net. On va arrêter tous les discours bisounours sur la démocratie 2.0, sur la société de l'information. Rappelez-vous les dithyrambes sur les internautes de la Révolution arabe. C'est fini. On est maintenant dans un système où les réseaux
prétendent sélectionner les bonnes informations des mauvaises, pour permettre de les distinguer des mauvaises. Et donc, c'est dans tout ce contexte, on voit bien que les initiatives ont été prises par Davos, par des groupes d'influence, par les grandes entreprises privées. Et derrière, le pouvoir politique est à la remorque. Il est à la remorque. Et donc, M. Macron, en janvier 2018, lors des vœux à la presse, annonce son intention de lutter contre ces fameuses fake news. Donc, comme vous l'avez très bien dit au début, c'est un phénomène très nouveau. C'est une censure de nature privée. Je rappelle que traditionnellement, le commerce, le monde de l'entreprise était normalement neutre politiquement, ou au mieux, on finançait les deux bords, comme ça, il n'y avait pas de problème. Là, ce sont des gens qui prennent clairement un parti politique. Alors d'ailleurs, le Daily Mail a révélé il n'y a pas si longtemps une vidéo où l'on voit un des responsables de Google dire « Oh là là, c'est une catastrophe, l'élection de Donald Trump était vraiment une catastrophe et nous allons prendre la décision de lutter contre le populisme ». Et cette vidéo a été mise en ligne par Breitbart, enfin bon, elle est donc dans l'espace public, on la voit. Donc c'est un système très particulier et en plus la logique des fake news, elle est extrêmement perverse parce qu'elle permet de déplacer le débat. Ce n'est plus la nature de l'information qui est en cause, parce que souvent, un certain nombre dites de fake news, en fait, ce sont des vraies informations. Ce sont des informations réelles. Mais elle permet de déplacer la question. Elles sont pas fausses, elles sont déplacées. Enfin, elles ne sont pas fausses dans leur nature. Elles ne sont pas toutes fausses. Elles ne sont pas toutes fausses, mais souvent, elles posent une question ou elles mettent en évidence quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire. Voilà. Et donc, au lieu de débattre du fond, on s'intéresse uniquement à l'identité de l'émetteur. On change donc, si vous voulez, le regard. Ce que vous dites n'est pas vrai ou faux, mais c'est vous êtes un horrible agent de déstabilisation. C'est exactement ce que disaient les soviétiques avant, où toute personne qui critiquait le système, on l'accusait de faire le jeu des ennemis du communisme, de faire le jeu du capitalisme, ou de la bourgeoisie, ou de la réaction. C'est la même logique, c'est-à-dire que on ne s'intéresse pas au contenu de l'information, donc on ne veut surtout pas engager un débat, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, on supprime les débats, mais en plus on diabolise l'émetteur de l'information. Donc c'est très fort. Parce que si on commence à dire que finalement tous les électeurs qui votent pour M. Trump sont en fait soit des fous qui croient des informations fantaisistes, parce qu'ils pensent aux reptiliens, aux soucoupes volantes ou je ne sais quoi, ou soit des agents de Poutine, c'est un moyen de les dévaloriser. Donc c'est vraiment un moyen totalitaire, terrible, mais qui est mis en œuvre par un système privé. Et puis en plus, il y a l'apparition d'une autre logique, qui est celle des décodeurs dans les médias. Ce qui importe, c'est moins donc les fake news. C'est vrai, vous avez raison, que la nouvelle logique est une logique de dénonciation, c'est-à-dire de signalement de ce que l'on considère comme faux. Et ça implique qu'il s'installe partout dans les médias mainstream, ce qu'on appelle les décodeurs. On connaît ceux du quotidien Le Monde, mais il y en a pour France Info, il y en a pour Libération et tant d'autres. Ce sont devenus alors un peu les chiens de garde du politiquement correct dans les médias, destinés à faire intérioriser finalement des interdits et à nous faire sortir du politique, nier l'opposition, les projets et les vues du monde. Les décodeurs, c'est un peu... pour la police de la pensée, l'installation de commissariats. Oui, c'est la police de proximité. C'est la police de pensée de proximité. Voilà. Mais souvent, les décodeurs s'avèrent être vraiment plutôt des déconneurs. Et s'il y a vraiment quelque chose qui décode réellement l'actualité de manière exemplaire et vérifiée, alors là, vraiment, c'est immédiat. Oui. Alors... Mais c'est l'année de toutes les censures numériques, d'ailleurs. Il n'y a pas eu que TV Liberté, j'allais dire. Malheureusement, dans notre malheur, si nous étions les seuls, ça aurait été bien, mais nous avons été victimes d'une censure politique, mais nous ne sommes pas les seuls. Oui, alors c'est l'année de toutes les censures et c'est l'année de la révélation des censures aussi. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, vous avez vu tout à l'heure les propos de Donald Trump. Au plus haut niveau, c'est quand même le président de la plus grande puissance mondiale occidentale, en tout cas, qui montre, qui dénonce ce qu'on a appelé le shadow ban, pardon de mon accent, mais c'est-à-dire l'action de Google et Twitter pour essayer de minorer les points de vue républicains et conservateurs dans ces moteurs de recherche.
En 2018, ça a été aussi l'année où on a fermé un nombre considérable de comptes. Hein. Alors, officiellement, fermeture de comptes dits complotistes. Hein, c'est notamment le site Infowar, enfin américain, etc. Là, tous les géants, tous les GAFA ont participé. Mais ça va même très loin. Par exemple, les généraux birmans ont vu leur compte Facebook censuré au motif qu'ils attaquaient les gentils Rohingyas, là, musulmans. Twitter, à l'été, a supprimé 1 million de comptes par jour, 70 millions de comptes. Hein. Alors, les actions de YouTube, les fermetures du compte, par exemple, de Soral. Facebook, qui a été évidemment un peu en position d'accusé, a déclaré, je cite, en mai, « Nous n'autorisons pas les critiques à l'égard des politiques d'immigration et les arguments qui consistent à restreindre ces politiques. » C'est-à-dire qu'un des sujets majeurs des sociétés occidentales aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique, ça veut dire que Facebook prend le parti de censurer. Alors, il faudrait aussi citer la révélation assez récente d'un document interne de Google qui s'appelle « Le bon censeur », « The Good Censor », et qui explique, qui donne un peu les bonnes leçons pour censurer, et il faut censurer les mauvais comportements, bien sûr. N'oublions pas aussi, au titre de la censure numérique, bon, c'est moins l'information, ça a quand même une influence, les blocages à répétition des sites de paiement en ligne, comme par hasard, qui touchent certains politiquement incorrects. Hein. Donc en France, la génération identitaire en a été victime, mais il y a d'autres choses entre eux. Donc c'est un système vraiment très particulier. C'est vraiment une censure qui s'affiche, ostensible, mais qui est privée. Et donc qui n'offre que très peu de voies de recours. C'est ça la grande différence avec la censure judiciaire classique, publique. On peut en France encore faire des voies de recours. Vous avez cité le cas du Conseil d'État qui casse une décision du CSA. Bon, nous sommes dans une logique où on peut encore agir par des voies de droit. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est au moins on peut agir. Mais comment peut-on agir vis-à-vis de Facebook, vis-à-vis de Google, vis-à-vis de monstres financiers? Donc ça, c'est vraiment particulièrement grave. Et c'est vraiment, je crois, un des points majeurs de l'été 2018, la révélation de ce pouvoir. Et ça a des conséquences lourdes. Hein. On le voit pour TV Liberté, parce que face à cette censure politique violente, profondément violente, puisqu'elle s'inscrit en 1 minute, alors que nous rectifions les faits qui nous sont reprochés dans la minute suivante, malgré tout, nos chaînes sont supprimées, 5000 heures d'émissions qui n'avaient jamais posé un problème sont supprimées. Nous recevons bien évidemment tout l'ensemble de ces informations en anglais venant des États-Unis. Pour revenir sur YouTube, ce sera une longue négociation, déjà, que nous menons, bien évidemment. Il y a l'idée de revenir sur toutes les plateformes de diffusion que nous utiliserons toutes, y compris YouTube. Il faudra bien y revenir. Et puis, qu'est-ce qu'est la conséquence la plus lourde? Eh bien, c'est que, comme nous ne pouvions pas sur YouTube avoir l'assurance de la protection de nos vidéos, puisqu'on peut les retirer quand on veut, par une seule clic, une seule main d'un anonyme, eh bien, nous créons nos propres serveurs, de manière évidemment très coûteuse, où l'on met et où l'on protège nos vidéos. Donc on ne pourra pas nous reprendre, bien évidemment, dans un acte de censure, mais ça a entraîné pour TV Liberté des engagements lourds financiers qui n'étaient absolument pas prévus. Bon, ils étaient soutenus par les donateurs pour partie, et il faut toujours les en remercier, mais c'est la réalité que ces engagements-là financiers n'avaient pas été prévus sur l'année 2018. Donc nous subissons un acte de censure qui a une répercussion économique grave pour une entreprise qui reste fragile, puisque fondée sur le modèle du don, et qui est beau être vertueux, et qui reste quand même aléatoire. Et qui n'a pas les ressources de la publicité, donc effectivement. Alors simplement pour terminer sur ce point, on a dit que c'est une censure privée. Il ne faut pas oublier quand même, il y a une certaine complicité des États. Oui. Il y a d'abord une complicité fiscale. N'oublions pas que tous ces monstres ne payent quasiment pas d'impôts en Europe, hein, et que toutes les tentatives pour essayer de les faire payer n'avancent pas vite. Hein. L'Union européenne, moins qu'on puisse dire, n'avance pas vite. Et pourquoi? Parce que le plus paradoxal, c'est que les gouvernements, au lieu de regretter cette censure privée, au lieu de s'y opposer, mais au contraire s'en félicitent. Ils s'en félicitent parce qu'elle relaye leur action
leur action politiquement correcte. Et donc, d'où, bon exemple, c'est la loi sur les fake news en France. Hein, au lieu de dire c'est pas bien de censurer la liberté, nous-mêmes, nous allons organiser la censure pour protéger la démocratie libérale, comme dit M. Macron. L'expression n'est pas neutre. Hein. Démocratie libérale, on sait ce que ça veut dire, par opposition aux démocraties dites illibérales. Hein. Bon. Et remarquez, mais en fait, au cas d'espèce, de même en Allemagne, c'est pareil. La loi que M. Macron veut faire passer, l'Allemagne l'a déjà prise un an plus tôt. Hein, et c'est une loi qui est également très, très, très liberticide. Le problème des fake news, c'est qu'on ne sait pas les définir avec exactitude. Hein. La définition française qu'on voudrait donner dans la loi est extrêmement vague. Hein. Toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable constitue une fausse information. C'est ce que ça veut dire. C'est incompréhensible. Donc ça veut dire donner accessoirement au juge un pouvoir de censure considérable. Et puis n'oublions pas aussi, sans doute un pur hasard, l'intérêt que manifeste le Conseil atlantique ou l'OTAN sur la lutte contre les fake news. Hein, nous sommes dans un système où derrière, il y a certes des initiatives privées, mais derrière, il y a des États. Michel, est-ce qu'on peut regarder un court extrait d'Emmanuel Macron? On est en janvier 2018, donc c'est bien l'année de toutes les censures, et il annonce la loi sur les fake news. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Alors, finalement, c'est quoi le résultat? C'est le camp de rééducation médiatique payé par le contribuable, c'est ça, en fait, la réalité? Oui, je crois. Hein, le résultat, c'est l'information monochrome, monocouleur, mono-idéologie. C'est la propagande, parce que la censure ouvre la voie à la propagande. Hein. Regardons les émissions de propagande qu'il y a, par exemple, sur France 2, Histoire d'une nation. Extraordinaire. Hein, où on explique que nous sommes tous des immigrants. Regardez récemment, sur France 2 également, le complément d'enquête sur les populistes, où le titre même de l'émission, néo-fasciste, populiste, faut-il en avoir peur? Bon, enfin, il n'y a pas de mot Hitler, hein, par contre. Non, mais ça va venir. Oh, c'est presque le cas. Ça va le refaire. Bref, il y a une propagande. C'était contre Salvini. Hein, c'était voilà, bien sûr, c'était uniquement c'était contre Salvini, ou la propagande pour la PMA permanente, etc. Donc nous sommes dans un système de propagande très clair. On va d'ailleurs voir. Alors il y a aussi la propagande sur la diversité. Hein, organisée au plus haut niveau, notamment par Madame Ernotte. On va regarder 2 secondes, on va te faire plaisir, on va regarder la présidente de France Télévisions. Alors, je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. C'est une thématique d'ailleurs qui a été reprise aussi par Françoise Nyssen, l'ex-ministre de la Culture, qui est retournée à la vente de ses chers ouvrages. Oui. Et elle avait tenu des propos encore plus effrayants finalement. Oui, parce qu'elle dit qu'il faut changer. Les médias servent à changer les mentalités. Nous sommes dans la rééducation. Là, nous ne sommes plus dans l'information, mais dans la rééducation. Ce média engagé, enfin, doit être le miroir de nos différences, d'un sexe et de l'autre, ou des deux, de toutes les couleurs, de toutes les origines, les urbains, les ruraux, de toutes les différences. Le pays des Lumières sur ce sujet de la diversité est hautement réactionnaire. Alors que penser cette censure? Elle mène à la propagande, c'est vrai, mais est-ce qu'il ne faut pas céder un peu au découragement? Parce que quand on écoute cette émission-là, on se dit qu'il faut baisser les bras. On écoutera Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp la semaine prochaine, mais ces deux-là, ils nous ont foutu le moral à plat. Alors, je ne crois pas. Je dirais, il faut raison garder. D'abord, cette censure, c'est quoi? Notamment la censure sur toutes les questions d'immigration. C'est l'aveu de la faiblesse du système. Hein. C'est-à-dire, c'est l'échec du système. Les faits, le monde est en train d'échapper aux oligarques, l'opinion est en train d'échapper aux oligarques, donc ils s'efforcent de censurer, de s'asseoir sur le couvercle, mais ça ne marchera pas.
La censure, c'est la magie. C'est le monde de Harry Potter. Hein. Abracadabra, je vais changer les mots, hein, et hop, on va changer la réalité. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Harry Potter qui a raison, c'est Lénine. Les faits sont têtus. Et aujourd'hui, la réalité est plus forte que la censure. On a beau expliquer que ce n'est pas des méchants terroristes, ce sont des pauvres déséquilibrés, personne n'y croit. Hein. Donc, ça fait très longtemps que plus personne ne décode le terme. On sait très bien, quand on parle de jeunes, on sait très bien ce que ça désigne. Donc, si vous voulez, les faits, aujourd'hui, sont plus forts que la censure. D'autre part, il se produit un phénomène paradoxal. C'est que la censure, aujourd'hui, elle est visible. Et comme elle est visible, curieusement, elle devient une sorte d'indice de notoriété. Hein. On parlait de Zemmour. Zemmour est censuré, mais il fait des tabacs éditoriaux. Il édite à 500 000 exemplaires. Je veux dire, c'est exactement comme en Allemagne, Thilo Sarrazin, hein, qui fait des livres sur l'immigration, qui est également censuré. Il produit des livres qui se lisent à millions d'exemplaires. Donc, si vous voulez, la censure, elle n'est pas efficace. Hein. Elle n'est pas efficace. Elle est un instrument de notoriété. Enfin, dernier point, dans l'histoire, on voit bien que la censure, elle peut éventuellement empêcher, elle peut retarder des évolutions, mais elle ne peut pas les empêcher. Toute la censure du monde n'empêche pas les votes en faveur des partis identitaires, souverainistes en Europe, ce qu'on appelle les méchants populistes. Toutes les censures du monde font que les jeunes, aujourd'hui, qui sont immergés dans l'univers numérique et médiatique, tous les sondages montrent qu'une majorité de jeunes ont plutôt tendance à avoir des préférences politiques pour les forces identitaires, droitières ou conservatrices. Donc, si vous voulez, la censure n'est pas très efficace. Et en plus, elle nous oblige à être innovants, modernes. La censure, c'est le même effet que la répression. Elle élimine les tièdes, mais elle renforce la conviction des forts. Je coupe une seconde. Moi, on a été la rédaction, toutes les équipes de TV Liberté ont été absolument, incroyablement surpris parce que quand on a pu YouTube, bien évidemment, il a fallu que nous allions sur d'autres plateformes de diffusion. J'avais dit MachinTube, ChinTube, tout ce qu'on veut, mais on nous retrouvera. Et on a vu que les téléspectateurs de TV Liberté avaient une élasticité, j'allais dire, technique, car ils nous ont retrouvés dans les premiers jours. C'était pas si simple. Ils nous ont suivis, ils nous ont accompagnés, et ça a été quand même une grande surprise, une très belle surprise pour TV Liberté. Donc c'est vrai qu'on peut penser que pas de panique. Finalement, la dissidence finira bien par l'emporter sur la censure. Oui, il faut espérer. Oui. Le mur de l'Ouest tombera. Oui, je pense. Non, mais je le crois vraiment. Michel, on va terminer. Et avant, parce que je sais déjà que le Gallou et Grandchamp sont derrière la porte pour reprendre leur place la semaine prochaine, on va... vous voulez parler d'un ouvrage, on va se donner 2 secondes pour le faire, d'une initiative, c'est la manifestation du 17 novembre, et puis après je vous parlerai du portrait piquant. Et alors, puis on se quitte. Petit ouvrage que je trouve passionnant, c'est de François Bernard-Huy qui s'appelle « Fake News, la grande peur ». C'est un ouvrage synthétique qui se lit très bien, qui est parfois très drôle, mais qui remet un peu les pendules à l'heure sur cette problématique des fake news, qui montre qu'en démocratie, oui, il y a des rumeurs. Ça peut arriver, ça fait très longtemps, depuis Périclès, il y a des rumeurs. Mais accessoirement, on n'a aucun exemple politique où des fake news aient eu un quelconque effet sur un résultat électoral. Donc, si vous voulez, c'est un livre très intéressant et que je conseille. Fake news, ce sont les mensonges d'État qui sont souvent des fake news. Voilà. Collection Influence et conflit. Influence et conflit. Et puis la manifestation du 17 novembre, c'est le Forum Polégnia. On s'y retrouve tous les deux d'ailleurs. Oui, c'est probable, oui. Oui, c'est même très probable. C'est probable. Donc il y a pour titre « Face à la censure, tous dissidents », donc qui aura lieu le 17 novembre prochain au Forum, au New Cap Event Center en français. Dans le 15e arrondissement, mais je pense que les internautes le retrouveront de 14h à 19h avec de très nombreux intervenants qui expliqueront bien sûr la censure, mais surtout les moyens de lutter contre la censure. C'est à Bir Hakeim, c'est en face du pont Bir Hakeim, sur le côté 15e arrondissement, pour ceux qui connaissent la capitale. Et puis moi, écoutez, j'ai juste à préciser, parce que là, je ne fais pas Hervé Grandchamp, mais je dois vous préciser que vous allez voir maintenant, pour conclure cette émission spéciale immédiat, un portrait piquant consacré à Salia Bracchiglia, qui est à la fois journaliste à BFM, mais aussi militante et qui, quelquefois, tombe aussi un peu dans le spectacle. Salia Bracchiglia est une synthèse de ce journalisme mêlant militantisme et spectacle qui prévaut aujourd'hui chez beaucoup de jeunes journalistes. Passée par la Sorbonne puis par l'école de journalisme de Nice,
Elle commence son aventure médiatique par un stage au Grand Journal en 2007, avant de rejoindre l'équipe du Petit Journal l'année suivante. 7 ans plus tard, en 2015, elle rejoint BFM TV, avant de revenir dans l'équipe de Yann Barthès pour la rentrée 2018. Un parcours qui étonne puisque son cursus scolaire est largement moins coté que la normale dans le petit milieu parisien. En 2015, Quentin Margot, journaliste à Libération, considérait que les origines de cette Française avaient pu jouer un rôle. Braclia a quelque chose à apporter à BFM TV parce qu'elle est hyper moderne, jeune et d'origine maghrébine. Pour bien comprendre qui est celle qui fait partie des étoiles montantes du journalisme subventionné, il est essentiel de revenir sur quelques épisodes éclairants. En 2013, alors qu'elle couvre la rentrée politique de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont pour le Petit Journal de Yann Barthès, Salia Braclia se fait photographier tenant dans ses mains son cahier. Problème, le reportage n'est pas encore commencé que ce cahier porte déjà mention des séquences prévues par la journaliste. De nombreux éléments semblent ainsi écrits à l'avance. Tout semble scripté avant que Salia Braclia n'ait commencé à poser la moindre question. Le Petit Journal est donc venu avec un reportage écrit à l'avance, déclarera le Front National qui, à la suite de cette découverte, décidera de ne plus accepter les équipes de Yann Barthès. En septembre 2017, pour BFM TV, Salia Braclia avait décidé de s'attaquer à la fête du cochon à Hayange, une commune dirigée par le Front National. Dans un reportage d'un militantisme évident, Salia Braclia se mettait en scène, traquant les pâtisseries en forme de cochon et accusant les participants de rejeter les musulmans et les juifs. Et alors, si moi j'aime pas le cochon, qu'est-ce que vous pouvez que je veux manger de la viande, qu'est-ce que vous me proposez? Pas grand chose en fait. Du coup, ça écarte pas mal de gens, puisqu'on mange que du cochon. Je pense par exemple aux musulmans, aux personnes de confession juive. Quand est-ce que vous organisez une fête du makrout ici à Hayange? Le makrout, c'est une pâtisserie marocaine. Écoutez, ça ne fait pas partie de notre programme. Un moment de télévision hallucinant qui avait provoqué la colère de très nombreux téléspectateurs. Plus largement, Salia Braclia tente de s'imposer comme une Égo Clément au féminin. Ne résistant pas à la tentation de la notoriété, elle n'hésite pas à se mettre en avant dans un rôle d'enquêtrice de terrain. Sur BFM TV, elle importe les techniques du Petit Journal. Salia Braclia se met en scène. Elle est le produit à vendre au détriment de l'information. Elle enchaîne ainsi les coups médiatiques en étant à chaque fois mise en valeur. Elle retrouve par exemple Lucette, la retraitée chez qui François Hollande s'était invité, et lui fait avouer que tout était préparé par la mairie socialiste. J'avais une idée de dire qu'ils s'occupaient beaucoup d'immigrés, mais pas des clochards qui crèvent, pour ainsi dire, qui crèvent dans la rue. Mais ça, il ne fallait pas que je le dise. Ah, la mairie vous a amené des chaises? Voilà. Bah oui, parce que... Ah bah non, je n'ai pas assez. Hein. Café? C'est vous, monsieur Café? Alors, c'est qui, monsieur Café? C'est un gars de la mairie. C'est les vôtres, au moins. Non, même pas. Il a tout emmené. Tout. Vous avez acheté une belle fleur pour l'occasion Non, c'est pas moi, c'est pareil, c'est la mairie. Elle interroge également Jawad, juste après son acquittement et sa remise en liberté, sur une plage du sud de la France. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Le 14 février dernier, vous avez été relaxé, puis libéré après un peu plus de 2 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Des coups médiatiques qui la mettent autant en valeur que l'information récoltée. De retour sur Quotidien, la journaliste militante est à nouveau dans son élément. Avec Salia Braclia et Quotidien, on est en plein infotainment, un mélange entre véritable information, divertissement et dérision, comme sait si bien le faire l'équipe de Yann Barthès. Mes questions restent sérieuses, mais j'enrobe le tout avec des séquences qui font sourire, déclarait-elle en 2014. Ça ne change pas le fond, mais le sujet devient beaucoup plus rigolo et sympa à regarder. Utiliser l'humour pour faire passer la pilule de son militantisme, c'est le pari de cette étoile montante du journalisme. Mais à trop vouloir en faire pour arriver au sommet, elle risque bien de finir en étoile filante. Merci Michel. Merci. On se retrouve le 17 novembre donc au New Cap Event Center. Avec plaisir. Rien que ça. Merci à vous.